Merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir que le revenu de base intéresse autant de monde. Je voudrais remercier aussi nos 3 intervenants d'avoir accepté de participer à cette table ronde que nous avons intitulée « Expérimenter le revenu de base, première étape vers l'instauration. État des lieux des expérimentations françaises ». Alors, je vais amener juste quelques éléments de contexte par rapport aux expérimentations, sans rentrer vraiment dans les détails, puisque ce n'est pas ce sur quoi nous allons développer aujourd'hui. Juste pour vous donner quelques idées, les expérimentations dans le monde, donc ça fait déjà quelques années qu'on en parle. On distingue d'ailleurs 3 grandes vagues d'expérimentation dans le monde. Donc une première qui a eu lieu dans les années 60-70, essentiellement en Amérique du Nord, où à l'époque, ça consistait surtout à tester ce qu'on appelle un impôt négatif sur le revenu. Puis il y a eu une seconde vague d'expérimentation dans les années 2000, sous forme d'allocation inconditionnelle notamment. On peut parler des expérimentations qui ont lieu au Brésil, en Inde, en Namibie, au Kenya, donc dans des contextes assez différents. Et depuis les années 2010, on peut dire que nous sommes dans une 3e vague d'expérimentation, notamment en Amérique du Nord et en Europe. On peut parler par exemple du projet qui a eu lieu en Finlande ou aussi du projet qui a lieu à Barcelone qui s'appelle BEMINCOM. On aura peut-être l'occasion de revenir sur certaines de ces expérimentations donc, internationales. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe en France. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais quand même, avant de commencer, même si donc, les méthodes des expérimentations précédentes sont parfois critiquées donc, sur certains modes, sur comment elles se sont déroulées, il y a quand même déjà quelques apprentissages qu'on peut retenir de certaines de ces expérimentations. Donc, pour en nommer quelques-unes, parce que ça donne quand même à réfléchir, on a pu se rendre compte que là où le revenu de base avait été testé, il y avait eu par exemple des hausses dans la scolarité, des baisses de la malnutrition dans certains pays, l'amélioration des conditions de santé et aussi une plus grande implication dans la vie politique et citoyenne des personnes qui bénéficiaient de ce revenu de base. Certains endroits aussi où ça a permis l'émancipation des femmes et où encore on peut parler de la baisse de la criminalité. Donc je vous jette un peu comme ça des effets qui permettent de réfléchir aussi en fait, plus largement quels pourraient être les impacts pour la société de l'instauration d'un revenu de base. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est qu'est-ce qui se passe en France ? Alors, je voudrais commencer par excuser Madame Grélard-Nedelec, qui est conseillère départementale de la Gironde, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui à cause donc, de problèmes de transport, de grève SNCF en gros, et donc qui était là pour nous présenter le projet des 18 départements. Donc c'est un projet qui a été déposé en janvier de cette année. Donc 18 départements socialistes soutenaient en fait pour faire des expérimentations. Peut-être que Clément, du coup, au pied levé, va nous faire pourra nous en parler très rapidement, histoire quand même qu'on ait un peu de contexte. Voilà, donc je vais laisser la parole justement à monsieur Clément Cailleul pour commencer. Ça marche ? Ok. Bonjour à toutes et tous et merci pour l'organisation de ce colloque. Je vais commencer donc par parler un petit peu de ma posture et pourquoi je suis là finalement pour vous parler du projet de la ville de Grande-Synthe. Donc j'ai été recruté en mars 2018 suite à l'annonce de Damien Carême, qui était maire de Grande-Synthe, de sa volonté d'expérimenter le revenu de base en tant que doctorant à l'Université de Lille pour faire finalement un travail de fond universitaire sur ces questions-là et finalement accompagner la ville dans ce projet d'expérimentation et interroger la méthodologie possible, comment on pourrait expérimenter à l'échelle d'une collectivité locale, et également la pertinence finalement d'expérimenter ce type de mesures à l'échelle d'une ville. Donc mon travail consiste à accompagner la ville sur ces perspectives d'expérimentation d'un revenu universel, et on le verra dans ma deuxième partie, je présenterai le côté beaucoup plus concret, mais beaucoup plus limité également, de la mise en place finalement du minimum social garanti, qui n'est pas un revenu universel, donc dans la définition pleine du terme qu'on a pu voir ce matin. Donc dans ma démarche, qui est une démarche de socio-économie critique, finalement, j'ai une approche critique, effectivement, des expérimentations aléatoires telles qu'elles sont menées en économie, et finalement des expérimentations de revenus de base telles qu'elles ont été faites à travers le monde, parce que c'est, selon moi, des méthodes beaucoup trop économicistes et finalement limitatives pour comprendre et saisir tous les effets et créer les débats de société qui seraient nécessaires pour penser, finalement, la société qu'on voudrait voir advenir avec un revenu universel. Donc là-dessus...
voilà, donc la perspective critique, on pourra y revenir, je pense, dans les questions. Et donc, comme moi, je suis critique de ces expérimentations et finalement de ces méthodes par tirage au sort qui coupent finalement une mesure économique de son environnement social, je commence toujours ma présentation par un point de contexte sur le territoire dans lequel je m'inscris, qui est le territoire de la ville de Grande-Synthe, pour bien comprendre finalement pourquoi aujourd'hui cette ville et pas d'autres se sont inscrites dans cette démarche et dans cette réflexion sur la mise en place d'une expérimentation de revenu universel au niveau local. Donc c'est ma première partie sur Grande-Synthe, qui est une ville de 23 000 habitants, qui fait partie de la communauté urbaine de Dunkerque, donc plus de 220 000 habitants, et qui, dans son histoire récente, finalement, comme le reste du Dunkerquois, a été entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a eu vraiment un grand plan de reconstruction au cours des années 60, et la ville est très marquée par ce plan de reconstruction, parce qu'il y a, dans le cadre du Grand Plan National, un plan de sidérurgie sur l'eau, donc Usinor à l'époque, aujourd'hui ArcelorMittal, qui s'implante sur le territoire et qui finalement va développer de manière très très importante ce territoire, qui passe en 1940 d'un petit village maraîcher de 2500 habitants à plus de 30 000 habitants au milieu des années 80. Donc vraiment un territoire marqué par l'industrie, ce qui est très important de le comprendre, avec aujourd'hui une ville qui est très marquée par les situations de précarité et de pauvreté, puisque donc ArcelorMittal, qui a employé jusqu'à 13 à 14 000 personnes, aujourd'hui n'en emploie plus que 3 000. Donc il y a vraiment ce contexte de grand plan national de reconstruction d'un territoire avec un développement économique et une industrie qui marque le territoire. Et finalement, à partir des années 80, donc une décroissance subie et des situations de précarité très importantes. Face à cela, la ville, dès le début des années 70-80, à travers son maire, un syndicaliste qui travaillait justement à Usinor, René Carême, choisit de mener une politique ambitieuse et notamment de capter la manne financière de l'industrie présente sur le territoire pour construire un projet de ville et finalement un projet de société différent. Donc on voit un développement très très important déjà dans les années 80 des espaces verts finalement et de services à la population qui sont très développés dans la ville. Ça c'est assez important de le comprendre, c'est que la ville qui a les moyens offre à sa population des services publics très très important et développé et peu cher surtout. Donc il y a une infrastructure très importante sur la ville qui est importante. Donc il y a toujours ce souci de penser une société et de donner à une population marquée par l'industrie et la précarité des services publics de qualité avec ce que j'appellerais une idée de performativité finalement de l'expérience locale et du discours en disant on montre par un exemple local qu'on peut faire différemment à une autre échelle avec toutes les limites institutionnelles sur lesquelles je reviendrai. Et donc il y a une tradition au soutien des familles dans l'action sociale municipale. Et on le verra, c'est Besançon, notamment en 1968, qui a été la première à mettre en place un prémisse d'une forme de revenu différentiel qui nourrira les rapports sur le RMI. Grande-Synthe également, dès les années 80, met en place au niveau municipal donc cette forme de revenu et sera donc étudiée avant la mise en place du RMI donc en 88. Donc c'est le Centre communal d'action sociale. Il y a également quelque chose de notable donc qui est un revenu minimum étudiant où il y a toujours cette idée de finalement d'encapacitation des personnes et de permettre aux personnes qui sont dans des situations compliquées de se former et aux personnes de se libérer finalement de la question du job étudiant ou de comment travailler, leur permettre d'aller étudier à l'étranger. Donc ça, c'est un souci très important dans la ville. Et dès le début, donc j'en parlais dès les années 80 et encore plus à partir des années 2000, avec donc Damien Carême, cette idée finalement de l'action sociale et des services publics est toujours liée à la question écologique. Donc c'est d'actualité aujourd'hui, mais dans cette ville, c'est important depuis le début, et ça mène finalement une ville en 2011 à se déclarer ville en transition par l'intermédiaire de son conseil municipal, et une ville qui, je vous l'ai dit, très marquée par l'industrie sur son territoire, une industrie polluante, qui est élue première capitale française de la biodiversité en 2010. Donc vraiment, cette action politique qui a la possibilité et la capacité de marquer le territoire également, et la matérialité de l'environnement dans lequel les gens vivent. Donc c'est cette longue tradition d'engagement pour l'écologie, entremêlée du social, qui mène donc en janvier 2018, finalement, dans un contexte... Je vais revenir peut-être maintenant sur le contexte finalement national et cette question-là. Donc on a parlé ce matin, le sénateur Guillaume Gontard, du rapport sénatorial sur les expérimentations. C'est un peu avec un calendrier similaire que le département de la Gironde, notamment son président Jean-Luc Glaise, porte cette idée d'expérimentation du revenu de base et finalement commande et construise
des rapports sur comment on va pouvoir réfléchir pour expérimenter au niveau des départements qu'a la compétence de l'action sociale. Donc ça amène à des réflexions avec notamment la Fondation Jean Jaurès et plus tard l'Institut des politiques publiques qui fera un rapport de proposition finalement aux 18 départements socialistes qui étaient volontaires pour expérimenter la mesure, de modèles d'expérimentation finalement financés sur ces questions-là. Je ne vais pas venir dans les détails de ce qu'ils proposaient à ce moment-là. C'était principalement 2 scénarios. Une idée de rendre automatique le RSA et individuel et de l'ouvrir aux 18-25 ans, donc tester ça sur les territoires avec 20 000 personnes, ou alors penser une fusion APL-RSA et tester ça également sur 20 000 personnes sur 2 ans, donc tester ce genre de choses avec un budget finalement assez peu important pour le gouvernement. Mais on en revient maintenant au gouvernement, parce que c'est fin janvier de cette année que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale a porté une proposition de loi dans ce sens-là, en proposant donc une expérimentation un peu dans la logique de territoire zéro chômeur de longue durée, en demandant ce droit à l'expérimentation. Donc proposition qui a été rejetée, je dirais même balayée par la majorité, qui a voté ce qu'on appelle une motion de rejet préalable. Donc le texte n'a même pas été débattu. Mais pour revenir sur ce contexte, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport au contexte national, c'est que dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, j'ai pu observer les débats finalement, il y avait presque un consensus des groupes politiques sur la possibilité d'expérimenter. Cette question d'expérimenter, même si on n'était pas d'accord politiquement avec cette idée, il y avait une idée qu'il fallait quand même expérimenter. Il n'y avait vraiment que la majorité qui, pourtant, se prononce très favorablement aux expérimentations, mais ne veut pas expérimenter en gros des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. On va mettre un recul scientifique pour expérimenter des mesures, mais pas quand on n'est pas d'accord avec ces mesures finalement. Ce qui est un peu paradoxal, c'était très intéressant d'observer ça à ce moment-là, mais je divague, et je vais revenir donc sur mon travail, donc sur les expérimentations. J'ai parlé un peu de critique méthodologique, et j'en reviens donc à la question donc de Grande-Synthe, de cette inscription dans un projet d'expérimentation avec une réflexivité finalement, une réflexion universitaire donc par mon biais dans la mairie. Et donc il y a cette critique des expérimentations, mais il y a aussi la problématique institutionnelle de comment on peut faire à l'échelle d'une ville pour tester un revenu universel. Et très très vite, on se place à la même problématique que les départements, c'est la compétence, la possibilité de le financer, et également la question de la pertinence à l'échelle d'un territoire. Est-ce qu'on peut réellement faire un revenu universel inconditionnel, universel, à l'échelle d'une ville? Et pour moi, ce n'est pas pertinent, mais on pourra y revenir au moment des questions. Donc le choix a été fait dans la ville, comme finalement en 81 avec la préfiguration du RMI, de voir ce qu'on pouvait faire dans le cadre institutionnel actuel du Code de l'action sociale et des familles, avec un budget de la ville de Grande-Synthe. Donc ce qui a été mis en place, je vais y venir maintenant, c'est que l'idée, donc, c'était vraiment d'éradiquer la grande pauvreté sur la ville. Donc, comment créer finalement un différentiel dans les ressources des ménages pour que tous les ménages de la ville vivent avec 855 €, donc le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, j'y reviendrai, dans la ville. Assurer une continuité de revenus, repenser les aides sociales en disant plutôt que vous vous déplaciez à chaque fois au CCAS pour venir demander une aide, ce qui est très très contraignant, on va vous accorder pour 6 mois l'assurance d'avoir un revenu qui vous fait parvenir au seuil de pauvreté à 50%. Donc ce qui est là-dedans au cœur du projet, c'est vraiment cette idée de dignité et donc de lier encore une fois le contexte de vie, les services publics, l'écologie et le social, et dire en faisant ça, on pense effectivement l'intégration finalement possible dans l'emploi ou différentes formes de travail. Il y a cette réflexion-là. Donc là, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on est dans un cadre institutionnel donné, je l'ai déjà dit, un cadre imaginaire également donné. On en parlait ce matin sur la table ronde sur le revenu universel d'activité. C'est que les gens aujourd'hui, pour se sortir de la pauvreté, pour s'insérer dans la société, il y a quand même cette idée de l'emploi qui est centrale et qui est majeure. On ne peut pas nier ce fait-là, on me presse par le temps, on ne peut pas nier ce fait-là. Par contre, ce qui est possible de faire à l'échelle d'une ville et sur nos territoires et dans nos projets, c'est de penser le dépassement de ça. Dire, c'est une chose donnée, mais on va pouvoir penser ce dépassement en disant, aujourd'hui, on se cadre dans le cadre dans lequel on existe finalement, mais comment on pense le dépassement par des projets finalement locaux. L'objectif, le deuxième objectif, en plus de la continuité de revenus, donc du projet, faire parvenir tout le monde au-dessus du seuil de pauvreté, c'est vraiment l'accompagnement également des personnes et dire qu'on va vous accompagner dans vos projets, dans ce que vous voulez faire et penser l'activité au niveau du territoire. Donc j'y reviens sur la situation de précarité de la ville parce qu'il faut le prendre en compte. Il y a un taux de chômage de plus de 28%, un taux de pauvreté de 29% dans la ville de Grande-Synthe. C'est vraiment un territoire très très marqué.
Donc le MSG ne réglera pas toutes ces situations, mais a pour objectif finalement de libérer les personnes, de leur rendre une dignité pour pouvoir envisager autrement l'avenir. C'est vraiment au cœur du projet, cette idée du pouvoir de vivre et de la dignité des habitants pour penser finalement à un schéma différent qui s'ancre totalement dans la politique de transition, où, j'en ai pas parlé, mais j'en parlais un peu au déjeuner, il y a aussi une logique de planter des arbres fruitiers, il y a cette logique des transports gratuits sur l'intégralité de la communauté urbaine qui rentre là-dedans. Donc là-dessus, donc ça me permet de poursuivre sur la question du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, puisque souvent quand on parle du seuil de pauvreté dans les médias, on parle du seuil de pauvreté à 60%, qui est autour de 1080 € aujourd'hui. Là, il y a un choix qui a été fait, qui est un choix budgétaire, mais pas en premier, de prendre le seuil de pauvreté à 855 €. On suit là-dessus l'Observatoire des inégalités, qui dit que en fait, on touche comme ça une population assez homogène de grande pauvreté, et surtout le choix politique qui est fait, et là on en touche directement au revenu universel, c'est qu'on se distingue de propositions de revenu universel qui limitent celui-ci à un revenu et purement à un revenu. Je vous ai parlé des services publics de qualité, des transports gratuits, de la cantine bio qui est très très peu chère, de toute cette accessibilité des services publics finalement et toutes ces aides. Et le choix a été fait de ne rien supprimer de tout ça, donc ne pas avoir une approche purement monétaire de la pauvreté, renforcer l'accompagnement et donner en plus donc une capacité financière supérieure aux populations. Ça, c'est assez important dans ce cadre de débat-là, dire on ne donne pas simplement des gens, on les laisse finalement dans une société atomisée, seule face au monde qui les entoure. On dit vraiment, on est dans une logique service public, plus accompagnement, plus un revenu supplémentaire. Donc voilà les statistiques. Aujourd'hui, on est environ à 400 ménages qui sont touchés par le dispositif. Je n'aurai pas de retour particulier à faire là-dessus parce que je suis en phase d'analyse qualitative finalement avec les travailleurs sociaux, le Centre communal d'action sociale, de ce que ça change dans les pratiques et pour les personnes. Donc pour l'instant, il n'y a pas de... Enfin, l'objectif, ce n'est pas de faire des tableaux chiffrés et dire on sort tant de personnes, c'est vraiment voir ce que ça change concrètement pour les gens. Donc je n'aurai pas d'autres chiffres là-dessus. Mais ce qui est important, c'est vraiment donc de comprendre cette expérience locale. Sur les limites, puisqu'on nous a demandé un peu également de se concentrer là-dessus, je vais conclure rapidement, Patrick. Donc l'expérience locale, en fait, je l'ai dit, est forcément limitée d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue institutionnel, parce qu'on est à l'échelle d'une commune qui dégage un budget sur cette question-là, et surtout qui reste donc avec ce minimum social garanti dans le Code de l'action sociale des familles, dans les institutions dans lesquelles on est, mais également dans le cadre institutionnel finalement imaginaire dans lequel on vit. C'est-à-dire que ce n'est pas une ville qui va permettre de dépasser le cadre, on parlait ce matin de néolibéralisme, d'apologisation, qui va permettre de dépasser ça. Mais l'objectif finalement central pour moi de ce qui a essayé d'être mis en place et ce qui continue à être mis en place aujourd'hui par la ville et le nouveau maire Martial Beillard, c'est vraiment de dire qu'on peut faire autrement, on a la capacité de faire autrement à l'échelle d'un territoire et on veut montrer que c'est possible. Finalement, c'est faire un discours politique performatif, j'en parlais tout à l'heure, pour dire on peut faire des choses à l'échelle d'un territoire qui sont intéressantes forcément limitées. Il faut penser ses limites et moi je suis aussi là pour ça et pour leur rappeler avec mon point de vue licencié, penser ses limites. Et on me coupe ? Ouais, ça va. Donc, pour conclure, il y a vraiment cet objectif qui s'ancre également dans le débat finalement sur le revenu universel de l'activité, de dire aujourd'hui les minima sociaux ne sont pas suffisants, augmenter les minima sociaux ça ne suffit pas forcément, donc il faut aussi penser ça, lier l'écologie au social, ce qui est important dans le projet politique de la ville, et dire on va montrer, mais comme d'autres exemples, on le verra avec Terra et avec aussi mon revenu de base, dire c'est des choses qui sont imparfaites parce que le revenu universel finalement son objectif c'est de changer la société d'un point de vue très important, global, l'imaginaire social historique dans lequel on se trouve, et donc on essaie de prouver par des utopies réelles comme les définissent Eric Olin Wright qu'on peut essayer de faire autre chose avec toutes les limites dont on parlera sûrement dans les questions. Je vous fais confiance là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Clément Cailleul, pour cet exposé très dynamique. Nous allons passer donc du Grand Nord au Sud avec le projet Terra que va nous présenter Madame Marie-Hélène Muller. Ok, bonjour à tous. Alors, du coup, pour situer aussi un petit peu où est-ce qu'on est avec ce projet, donc Terra, c'est une association qui a été créée en 2014, qui est installée depuis octobre 2015 dans le Lot-et-Garonne, donc dans une zone de revitalisation rurale. Donc on est vraiment là dans des villages de 200, 700 habitants. Mais la ville la plus proche, elle a aussi un passé métallurgique avec une usine qui a fermé, enfin qui a été vraiment la vie de la ville et qui a fermé récemment. Donc aussi avec une désindustrialisation assez poussée. Et donc on s'est installé fin 2015. Depuis
Concrètement, l'association, elle compte 350 adhérents, donc un peu partout en France. Et il y a 47 nouveaux habitants qui sont venus s'installer pour se rapprocher du projet, donc en incluant à la fois des enfants et aussi des parents d'actifs qui sont venus se rapprocher de leurs enfants. Et sur ces 47 habitants, on a à peu près une vingtaine de personnes qui sont investies au quotidien, donc qui prennent des responsabilités dans le projet, et d'autres qui sont plutôt là en soutien ponctuel. Et aussi, pour décrire le contexte, on commence à travailler vraiment de manière assez proche avec déjà des acteurs locaux, des habitants qui viennent travailler avec nous, des associations et des producteurs. Donc voilà en gros, petite vision géographique et quantitative. Alors, c'est quoi l'expérimentation de Terra après? Alors, Terra, ça veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Donc déjà, on est vert, hein, ça veut dire que pour l'instant, on ne distribue pas encore de revenus de base, hein, que les choses soient claires, dans le sens de la définition telle qu'elle a été donnée ce matin. Alors, c'est quoi un revenu d'autonomie? Un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base, donc, qui aura toutes les caractéristiques qu'on aime bien, on espère, à terme, et qui est versé à 85% en monnaie citoyenne locale, de manière à en fait, flécher les dépenses vers un réseau d'acteurs respectueux des humains et de la nature, et surtout d'irriguer le territoire de la richesse de manière à ce qu'elle reste et qu'elle contribue au développement local. Et le deuxième point, c'est que c'est un revenu qui est contre-garanti par une production locale, c'est-à-dire qu'à terme, on veut que ça soit une richesse produite localement qui permette de garantir ces revenus-là. Et en fait, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on ne veut pas tester concrètement l'effet d'un revenu de base sur une population aléatoire, comme tu l'as dit. On veut essayer de créer sur le territoire un écosystème qui, avec un modèle économique qui soit à la fois durable écologiquement, parce qu'on veut aussi s'intéresser aux enjeux écologiques, socialement, économiquement, financièrement, et qui permette finalement la distribution d'un revenu de base de manière pérenne. Donc qui va dépendre au début d'une phase d'amorçage et qui à terme vise un autofinancement du revenu de base sur ce territoire-là. Et ce qui est important dans ce concept-là, c'est qu'on veut vraiment que le revenu de base qui est versé ne soit pas considéré comme quelque chose qui est une dépense. Donc on va dépenser de l'argent pour assister des personnes. On veut sortir de cette caricature-là, mais vraiment montrer que c'est un investissement et qu'en l'inscrivant dans un écosystème, comme je vais le décrire après, et en le versant en monnaie locale, on voit que ça a vraiment des retombées positives à la fois sur le territoire, sur la cohésion sociale. Donc voilà en gros le principe sur lequel on s'est basé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'arriver à ce prototype? Donc comme je le disais, en fait, c'est un prototype qu'on construit, c'est-à-dire qu'on veut vraiment utiliser le cadre légal existant pour rendre possible le versement d'un revenu de base. Alors concrètement, au quotidien, on essaye de construire quelque chose qu'on appelle un écosystème coopératif. Alors on a piqué ce terme à l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Donc on travaille avec un laboratoire qui s'appelle Atemis, qui est basé à Paris, en fait, qui nous aide à mettre en place en fait, ce modèle économique. Et on est aussi suivi par un conseil scientifique. Et cet écosystème coopératif va reposer sur plusieurs piliers qu'on essaye donc plein de pièces de puzzle qu'on essaye d'assembler les unes après les autres. Alors d'une part, il y a tout un aspect qui est, on veut faire de la production locale. On veut relocaliser sur le territoire une production qui soit utile, qui réponde à des besoins locaux pour ses habitants. Alors pour faire ça, l'idée aussi, c'est pas de créer des activités indépendamment de ce qui existe déjà et qui vont se faire concurrence. On essaye de créer des activités de manière cohérente et en coopération. Donc derrière fonctionnalité, coopératif, on a des personnes avec plusieurs fonctions qui coopèrent les unes avec les autres. Et les deux fonctions sur lesquelles on a focalisé notre attention pour créer de l'activité, c'est la fonction qu'on appelle s'alimenter. Donc concrètement, on a bénéficié de la mise à disposition d'une ferme. Donc il y a des personnes qui se sont installées, qui ont créé des activités alors de maraîchage, de boulange, de restauration, de compost. Là, on est en train de créer aussi un réseau de distribution en circuit court en lien avec des producteurs locaux, avec toujours l'idée qu'on veut répondre à un besoin qui est s'alimenter sainement et écologiquement sur le territoire. Et pour ça, il faut plus que de l'alimentation. Il faut réfléchir à comment on va la distribuer, comment le sol va être nourri, comment l'alimentation va être transformée, comment on distribue de l'information sur ce qu'on vend. Et donc, on crée vraiment un écosystème et des solutions qui sont intégrées avec l'idée de produire ensemble une valeur ou un service pour les habitants. Donc, voilà pour la fonction s'alimenter. Donc, ça, c'est sur un des premiers lieux qu'on utilise, donc qui est une ferme. On développe aussi des activités sur une deuxième fonction qui s'appelle habiter. Donc, ça, on travaille avec une autre commune qui est à 20 km de la première. Donc, c'est le maire qui nous a contactés. Donc, on construit vraiment un projet en lien avec le conseil municipal. Et là, derrière habiter, il y a la construction d'un quartier rural, donc au bord du Lot, donc qui contiendra une zone d'habitation, donc une zone d'habitation avec une trentaine d'habitants dont tous seront destinataires d'un revenu d'autonomie,
un centre de formation à l'éco-construction, un lieu de démonstration aussi de tout ce qui se fait de mieux en termes d'énergie renouvelable, et puis des lieux d'accueil d'écotouristes ou de personnes qui voudront venir visiter, découvrir, que ce soit le territoire ou quoi. Et donc là, concrètement, on est en train d'acheter le terrain, on va créer une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif dont la mairie sera partie prenante. Et on a déjà déposé le permis de construire pour le centre de formation. On est en train de constituer le collectif d'habitants. Donc il y a un deuxième petit écosystème qui est en train de se construire là-bas. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect création de l'activité, production de richesse qui va permettre après de garantir des revenus qui seront distribués du coup avec une base inconditionnelle. Le deuxième pièce de puzzle, c'est la monnaie locale. Donc la monnaie locale, c'est, je pense que vous savez tous, une monnaie complémentaire locale. C'est un dispositif qui maintenant est inscrit dans la loi depuis 2014 et donc qui permet de faire circuler une monnaie complémentaire à l'euro dans un réseau d'acteurs qui correspond à un certain nombre de critères. Donc là, ce qu'on fait depuis qu'on est là, c'est qu'on a eu la chance d'être dans un territoire où il y avait déjà une monnaie locale qui a été créée en 2010. Donc c'est la première monnaie locale créée en France au XXIe siècle. Et donc on travaille étroitement avec l'association qui la porte. Donc elle est en train de devenir numérique. Donc il y a une forme numérique qui, après pas mal de boulot, est enfin presque fonctionnelle, et donc qui permettra de verser des revenus, d'augmenter aussi le volume des échanges par rapport aux coupons billets. Et on est aussi en train de travailler avec eux pour élargir le réseau de prestataires, parce qu'à l'heure actuelle, c'est bien joli d'avoir un revenu de base en monnaie citoyenne locale, mais si on ne sait pas comment le dépenser, on n'est pas plus avancé. Donc là, ça veut dire travailler avec les propriétaires de logements. Donc on envisage de travailler avec Enercop aussi pour l'électricité. Pour l'alimentation, on s'en sort à peu près. Mais voilà, donc il y a tout un travail en fait de créer finalement, d'élargir le réseau et d'élargir l'offre pour qu'il puisse y avoir cette base pour recevoir la monnaie locale. Et enfin, le troisième aspect, donc c'est le revenu d'autonomie dont je parlais au début. Donc là, on n'est pas, effectivement, nous n'avons pas localement la richesse que l'on peut distribuer. Donc l'enjeu à terme, vous l'avez compris, c'est finalement de produire suffisamment de richesse localement et qu'une partie de cette richesse sera distribuée de manière inconditionnelle à chaque membre d'une communauté politique qu'on a encore besoin de définir, mais qui se construit en faisant, et une part qui sera variable, qui sera cumulable avec des activités que des personnes pourront avoir en plus. Et donc pour l'instant, le boulot qu'on a est vraiment de faire démarrer en fait l'écosystème. Donc on est vraiment dans une phase d'amorçage, où on est dépendant de financement extérieur pour aller financer des premiers revenus. Donc la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on se repose sur, d'une part, du financement participatif, d'autre part, des fondations qui viennent donc pour l'instant financer des premiers revenus d'autonomie. À l'heure actuelle, on a été capable d'en financer 4. On a choisi les bénéficiaires en fonction des activités qu'on a jugées prioritaires pour faire grandir l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a fait tout un travail collectivement de dire de quoi on a besoin ici et maintenant, et comment on a besoin de sécuriser l'activité des porteurs de projets pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller chercher des boulots à côté, mais qu'ils puissent se consacrer à l'activité qu'ils ont choisie. Donc pour l'instant, on en a financé 4. Donc le projet, c'est d'arriver à en financer plus pour vraiment faire grandir cet écosystème-là. Et puis des financements pour les investissements. Et donc ça, c'est un travail. Et puis après, derrière ça, il y a toute une ingénierie juridique, c'est-à-dire que les personnes qui sont bénéficiaires de ces revenus, donc à l'heure actuelle, ils sont dans une coopérative d'activité et d'emploi, donc qui leur permet, donc ils ont un statut finalement d'entrepreneur et à terme d'entrepreneur salarié, qui s'appelle Coaction, donc qui est basé en Gironde et qui a accepté de jouer le jeu de la monnaie locale. Donc il va pouvoir accepter des paiements en monnaie locale et verser des revenus en monnaie locale. Et donc on a aussi dû créer effectivement tout le statut juridique pour pouvoir verser en fait ces revenus, parce que finalement à l'heure actuelle on n'a pas de cadre légal pour donner inconditionnellement à quelqu'un. Donc oui, j'ai pas dit le montant sur lequel qu'on s'est fixé, c'est pareil, le seuil de pauvreté à 50%. Donc on n'a pas les moyens de le fixer, de verser ça sans statut juridique. Donc voilà. Alors juste, donc j'ai dit pas mal de choses, mais j'ai encore du temps, hein. Non ? Ah non, stop. Ah non, j'ai fini. Bon, 30 secondes, bah, c'est parfait. Donc c'est pour dire qu'en fait, on se situe vraiment sur le temps long. À l'heure actuelle, comme je disais, on garantit que 4 revenus. Quand on est arrivé en 2015, on a commencé vraiment plutôt à se former, à démarrer des activités. On peut dire que l'expérimentation, dans le sens assemblage du prototype, elle a commencé à peu près fin 2018, avec le versement des premiers revenus. On s'est donné à peu près 3 ans pour faire démarrer notre écosystème, avec la conscience qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Il faut vous imaginer, quand on crée une entreprise, on a tout un temps, finalement, avant de pouvoir garantir, finalement, les revenus de chacun. Donc là, on démarre un écosystème dans quelque chose de beaucoup plus gros. Donc voilà, donc on avance comme ça. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Hélène Muller pour ce retour d'expérience, donc très concret, on le voit. Et je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur Julien Bayou, porteur du projet Mon revenu de base. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Fanny pour l'animation et puis Monsieur le sénateur Gontard pour le parrainage, je ne sais pas, de ce colloque, cette invitation, et puis bien sûr au MFRB pour votre travail. Donc moi je suis Julien Bayou, je suis militant et élu ELV par ailleurs, mais là j'interviens en tant que cofondateur de l'association Mon Revenu de Base, avec notamment Louis Desrameaux qui est dans la salle et qui est secrétaire de l'association. Mon revenu de base, c'est 3 choses. Rentrer au pied de biche dans le débat public, tirer quelques enseignements de qu'est-ce qui se passe si on donne 1 000 € par mois à une personne tirée au sort, et du plaidoyer. Donc, on s'est constitué en lien avec le MFRB en copie de l'association Mein Grund Einkommen en Allemagne, qui fait ça à beaucoup plus grande échelle, puisqu'ils ont distribué plus de 150 revenus de base, 1 000 € par mois à une personne tirée au sort parmi des volontaires inscrits sur leur site internet. Et à notre échelle, on a voulu le reproduire en France. 1 000 € par mois, pourquoi ? Parce que c'est le seuil de pauvreté, à peu de choses près, un des seuils de pauvreté en tout cas. Et aussi, il faut être honnête, parce que quand on dit 1 000 € par mois, on est sur la logique d'un revenu de base émancipateur qui vient en plus des minima sociaux ou des acquis sociaux, comme les retraites, et qu'on voulait battre en brèche l'idée d'un revenu de base cheval de Troie, d'un démantèlement de la protection sociale. Donc le placer à 1 000 €, c'est se mettre dans le camp des revenus de base émancipateurs. Et ça, c'est important. L'idée de rentrer au pied de biche dans le débat public, c'est-à-dire arriver à mettre une brèche, semer une graine pour agiter la question de la déconnexion entre le revenu et le travail ou les activités rémunérées à notre toute petite échelle, un peu comme les syndicats, les caisses de retraite ont pu comme ça mettre en avant l'idée que on pouvait, plutôt que mourir au travail, on pouvait cotiser tout au long de sa vie et puis au bout d'un moment se retirer. Je pense que les premiers qui ont avancé cette idée, les premières qui ont avancé cette idée sont passés pour des fous et des folles. Et puis, c'est parce qu'il y a eu ces caisses de retraite associatives, syndicales, que l'idée, petit à petit, s'est faite dans l'opinion. Aussi parce qu'il y a eu des modèles étrangers qui l'ont fait avant nous. Donc là, l'idée, c'est c'est possible de recevoir 1 000 € par mois puisque on l'a fait. C'est vraiment pas l'objectif d'assumer un rôle scientifique. On n'a pas d'ailleurs candidaté au prix Nobel de l'économie, du coup on l'a pas eu. C'est Esther Duflo et c'est une très bonne nouvelle. Non, l'idée vraiment c'est de poser le débat dans l'opinion publique, et à cet égard on est plutôt satisfait parce que parmi les 150 000 participants aux différents tirages au sort qu'on a pu faire, il y a plus de 92% des codes postaux qui sont représentés. Donc ça c'est vraiment un signe que l'idée de pourquoi pas participer à un tirage au sort pour éventuellement gagner 1 000 € par mois est allée très très loin et bien au-delà des questions. Par exemple, on aurait pu imaginer que ça soit restreint à des métropoles ou à des lieux hyper connectés à Internet. C'est allé un peu partout. Et donc plus de 150 000 participantes et participants à 6 tirages au sort. L'idée vraiment d'appuyer par leur témoignage ce que ça peut faire de recevoir 1 000 € sans contrepartie. Rigoureusement sans contrepartie, on s'est calé sur la définition du MFRB en rajoutant un montant. Donc individuel, sans condition, et pour le coup, on aurait bien aimé faire à vie, mais financièrement, ce n'était pas possible. Si vous voulez donner, vous pouvez. Mais on a pu rassembler de quoi faire 6 tirages au sort. Sur les enseignements qu'on peut en tirer, ce n'est pas des résultats scientifiques, évidemment, vous imaginez 6 personnes. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que on a pu identifier 3 cas typiques. La personne pauvre, la personne précaire et la personne qui a un peu d'argent. Et ça fait écho à différents atouts du revenu de base dans notre société. Il y a une personne pauvre qui, en gros, il lui manquait 500 € au mauvais moment. Elle n'avait pas pu se faire soigner, donc petit à petit, elle avait un problème de hanche. Puis son camion, il était artisan, ne passait plus le contrôle technique, donc plus de contrat.
le tout dans une zone rurale, et donc pouvait plus se déplacer, plus de contrats, et à la fin répondait plus au téléphone de peur que ce soit les huissiers qui appellent. Donc la personne en voie, on peut le dire, de pauvreté accélérée. Elle, en recevant 1 000 euros par mois, a pu déjà aller se soigner, voilà, aller voir un spécialiste et réparer sa hanche. En 2-3 mois, a économisé de quoi acheter une voiture d'occasion, vraiment une voiture toute pourrie, mais une voiture qui roulait, pour reprendre les chantiers artisans et reprendre son travail. Donc ça a pris beaucoup de temps, il a fallu l'accompagner. Merci Virginie qui est dans la salle. Mais néanmoins, c'est vraiment une réponse très immédiate à la pauvreté, très concrète, pauvreté monétaire qui se traduit par des difficultés toujours plus grandes. Le deuxième point, c'est la personne précaire, une femme de un peu plus de 50 ans, en Bretagne, employée, pareil, là, un cas typique, employée dans une surface commerciale, donc avec des horaires à mi-temps, subis, contraints, et un tout petit salaire. Elle recevait une prime d'activité, elle comptait chaque euro. Et en recevant 1 000 euros par mois, son réflexe, c'est de se dire, petit salaire, j'aurai une petite retraite, je vais mettre de côté. Eh bien, lui en a pris, parce que, comme beaucoup de surfaces commerciales, la sienne a fermé. On nous parle des centres commerciaux, mais il y a un plan de licenciement massif déguisé avec tous ces Carrefour et Auchan qui ferment. Et donc, c'est peu dire qu'elle est dans la difficulté, mais par rapport à ses confrères, évidemment, elle a un petit filet de sécurité de côté qu'elle pensait pour sa retraite et qui va l'aider pour anticiper les années difficiles qui viennent. Donc on est sur un format précaire où le fait d'avoir un filet de sécurité, littéralement, nous l'écrit, l'avenir est certainement pas rose, mais il est moins noir que si elle n'avait pas eu ce filet. Et elle s'est pas vraiment privée, mais elle a vraiment mis de côté. Troisième point, j'essaye d'aller assez vite. Là, pour le coup, c'est une femme, pareil, un peu plus de 50 ans, qui avait fait le tour de son boulot, mais n'avait jamais imaginé en changer ou faire une formation. Elle s'était en fait auto-restreint l'horizon. Il y avait bien des bilans de compétences gratuits, mais elle ne voulait pas les faire, de peur de tomber sur une formation qui lui plairait, luthier ou je ne sais pas quoi, et qu'elle ne pourrait pas se payer. Et du coup, avec les 1 000 euros, d'abord, au début, elle se disait ça me brûle les mains, elle les donnait à ses enfants, qui n'étaient pas particulièrement mécontents de la chose. Mais finalement, elle a pu faire ses bilans de compétences. Et maintenant, je crois qu'elle travaille chez Sagem, ce qui pour elle représente un gros bond. Et c'est quelque chose de extrêmement épanouissant d'envisager la fin de son activité professionnelle avec un boulot qui lui est beaucoup plus à nouveau émancipateur. Voilà. Et donc, il y a ces 3 cas typiques. Vous voyez la lutte très concrète, immédiate contre la pauvreté, une lutte, un revenu filet social qui permet finalement d'envisager des situations précaires avec plus d'espoir, ou en tout cas moins de difficultés. Et puis carrément, là, l'aspect d'ouvrir les horizons, qu'on peut résumer par vivre plutôt que survivre. Et il y aurait un cas un peu qui mélange un peu tout ça. Nicole, qui est aux Antilles, qui a fini son expérience il y a quelques mois, qui avait un salaire de plus de 3 500 euros. Donc monétairement, c'était quelque chose, même si la vie aux Antilles est très chère. Mais finalement, elle avait sa mère à sa charge, des prêts, parce qu'elle avait fait confiance à un entrepreneur véreux, des prêts encore en cours pour une maison qu'elle ne peut pas habiter, et son fils qui allait démarrer les études. Et donc monétairement, aux Antilles, elle avait un bon revenu, mais elle estimait qu'elle avait 100 euros tout au plus par mois pour tout ce qui consistait en loisirs et santé. Et donc son témoignage, là, c'est vraiment l'idée d'expliquer qu'elle peut racheter une voiture, là encore un problème de contrôle technique, offrir le permis de conduire à son fils, et c'est décisif pour l'emploi là où ils sont, et prendre soin de sa mère. Donc ces enseignements n'ont pas vocation évidemment à servir d'évangile, mais on peut en retirer cet aspect de vivre plutôt que survivre, et puis une relation au travail qui est tout à fait différente des préjugés qu'on pourrait avoir de la personne qui, parce qu'elle recevrait 1 000 euros, s'arrêterait immédiatement. C'est plutôt le contraire. Même pour la personne qui était pauvre et au RSA, son idée c'était au contraire de reprendre au plus vite les chantiers et d'en tirer un motif de fierté. En tout cas, c'est ce qu'il nous a écrit. Si tu me laisses un peu plus de 15 secondes pour la suite, on a besoin de raconter. C'est vrai que maintenant qu'on en a fait 6,
La question du 7e, du 8e ou du 9e, contrairement aux Allemandes et aux Allemands, n'est pas forcément notre priorité. Par contre, on a besoin de raconter cette histoire, ces enseignements, par différents biais, cinéma ou bande dessinée. On est en train de creuser l'affaire. Si vous voulez y contribuer avec nous, la bienvenue. Louis et moi, n'hésitez pas à venir nous voir. La dernière dimension, c'est le plaidoyer. Et je termine là-dessus, promis. Nous, 2 minutes. J'aurais pu vous lire ce témoignage de Nicole, alors je le fais. Parce que vraiment, je l'avais prévu, mais maintenant, la situation a radicalement changé. Nicole, qui est aux Antilles. J'arrive à beaucoup mieux aider ma mère et ça me tenait vraiment à cœur. Je dors mieux. Tous ces problèmes d'argent m'avaient rendu insomniaque. Nous avions renoncé aux soins médicaux, car trop chers, malgré la mutuelle, et maintenant on se l'autorise. J'ai pu réparer ma voiture. Elle ne passait pas le contrôle technique, car elle est assez vieille et usée, et maintenant tout est OK. Je vais offrir le permis à mon fils. Notre quotidien s'est normalisé, on fait de vraies courses et on se nourrit correctement. Je me suis fait 2 plaisirs inespérés, aller chez le coiffeur et aller au restaurant. Je souhaite à terme rendre au moins une pièce de la maison habitable. Vous voyez qu'on est dans une personne qui est un bon salaire, qui n'a à aucun moment évidemment envisagé d'arrêter son travail, mais qui a pu reprendre une vie qu'on souhaite un peu à tout le monde, s'occuper de ses proches et peut-être à terme une pièce de la maison habitable. L'idée de mon revenu de base, c'était de concourir à ce qu'une expérimentation beaucoup plus sérieuse voie le jour. Ça peut être fait via, je parle sous le contrôle bien sûr du sénateur, ça peut être fait via une proposition de loi d'expérimentation votée au Parlement, comme ça s'est fait sur Territoire zéro chômeur. On a estimé que pour financer une expérimentation sur une ville de l'ordre de Grande-Synthe, on parlait de 500 millions d'euros pour 2 ans, un peu plus de 2 milliards pour 5 ans, et que le coût en suivi de fonctionnement, pour avoir des économistes, des chercheurs qui suivent cette affaire, était de l'ordre de quelques millions d'euros. Donc ça peut sembler énorme, mais finalement, le programme programme des investissements pour l'avenir, qu'on a mis en place il y a quelques années, est tout à fait dimensionné pour gérer ce genre d'enveloppe. Et ce sont des milliards qui sont provisionnés pour ces programmes d'investissement, mais qui peuvent aussi financer ce type d'expérimentation. Là encore, on aimerait travailler à faire atterrir cette idée d'une expérimentation du revenu de base. Et c'est une des suites de notre projet avec mon revenu de base, travailler à la production d'une étude sur la faisabilité et les impacts. Et si vous voulez y travailler avec nous, la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Julien Bayou. Avant de passer la parole à la salle pour poser des questions, je voudrais juste poser quelques questions aussi. Donc, on le voit, vous avez fait le choix de l'action. On sait que donc l'année prochaine, il y a les municipales qui arrivent. Est-ce que, dans ce contexte, vous voyez des opportunités, quelque chose pour que vos projets évoluent? Et également, est-ce que vous pensez que vos projets sont reproductibles à plus grande échelle? Et quels seraient les besoins, du coup, pour qu'on puisse voir de plus en plus d'expérimentations du genre en France? Voilà. Quelqu'un veut? Peut-être Clément. Oui, c'est pour ça. Oui, pour des raisons assez évidentes, je ne vais pas me prononcer sur la question des municipales, parce que je suis un technicien et j'accompagne donc un projet d'expérimentation et en tant que chercheur. Par contre, sur la question d'expérimentation à une autre échelle et surtout de dépasser une autre échelle, j'ai présenté le minimum social garanti mis en place dans la ville. Il faut savoir que c'est quand même des débats qui en ce moment infusent dans la société. Et il y a un rapport du CESE, notamment de juin dernier, et plus récemment une note de l'Observatoire des inégalités qui préconise la mise en place d'un revenu minimum unique qui serait exactement la même chose, finalement, un revenu différentiel qui ferait parvenir toute la population à 860 €. Et il préconise qu'il soit donc individualisé avec un versement automatique et ouvert aux 18-25 ans. Donc on n'est pas sur un revenu universel, mais il préconise déjà de changer radicalement le système des aides sociales. Et donc Louis Morin, qui est le co-auteur de cette note pour l'Observatoire des inégalités, ils estiment que ça serait un budget de 5 à 7 milliards, je crois, annuels pour l'État. Et en faisant des calculs, ils se rendent compte que c'est finalement équivalent aux impôts qui ont été supprimés pour les plus fortunés depuis le début du quinquennat. Donc ça, c'est vraiment une note de l'Observatoire des inégalités pour dire quelles étapes supplémentaires, quelles réformes et quelles finalement on pourrait penser pour penser contre le revenu universel d'activité et dire comment on peut faire. Donc ça, c'est penser à une autre échelle.
moi je l'ai dit, sur la question des expérimentations, il y a vraiment de grosses interrogations méthodologiques et éthiques, et finalement sur le fond de la vision économique que ça porte dans la société. C'est le laboratoire d'Esther Duflo, le JPAL, qui a remis sur le devant de la scène cette question de l'expérimentation aléatoire. Finalement, on se rend compte qu'il y a des études qui disent que ça existait déjà avant l'entre-deux-guerres, et surtout que les premières expérimentations, finalement, la première grosse expérimentation qui met en place ça dans les années 80 est étroitement liée à la question des garanties de revenus, puisque c'est la New Jersey Income Experiment, et des études aujourd'hui des penseurs critiques socio-économiques en France et à l'international, notamment également Angus Deaton, qui a aussi obtenu le prix en mémoire d'Alfred Nobel, donc de la Banque de Suède, critique ces expérimentations, en disant réellement, finalement, dans le tirage au sort, il y a une question d'individualisation, de société atomisée, qui ne nous permettra pas déjà, dans un premier temps, de voir les effets sociaux d'une mesure. Et si on pense, comme le disait Julien, comme ils essayent de faire à Terra, penser le revenu de base dans une société différente, tirer au sort une personne comme ça a été fait en Finlande, comme si finalement c'était un individu unique dans une société, ça ne nous montrera pas les effets sociétaux de comment on s'investit différemment sur le marché du travail, parce que c'est une personne. Ensuite, il y a des problématiques également éthiques finalement que posent ces expérimentations. On est persuadé politiquement qu'on a une aide sociale ou une mesure qui va être plus intéressante pour les gens. Et si on parle d'un revenu de base automatique à 1 000 €, c'est difficilement niable. Et on va tirer au sort des personnes dans des populations de précarité, donc qui, elles, auront le droit à ça, alors que d'autres n'y auront pas le droit. C'est des problématiques éthiques et d'un point de vue, je le disais, épistémologique, finalement, sur la vision de l'économie que ça porte également une vision techniciste qui prive finalement la vision sociétale et politique. Et là, on est sur des expérimentations qui essayent de créer du débat politique, comment on discute de ce que va être le revenu universel. Et pour moi, finalement, le chemin est aussi important que l'instauration de la mesure, parce qu'on va discuter de où est-ce qu'on veut aller avec ce revenu, comment on veut le mettre en place, à l'échelle des territoires, avec finalement une monnaie locale qui permet aussi une réflexivité sur l'économie, qui est très importante. Donc il y a vraiment, dans cette vision technique de l'expérimentation finlandaise ou au Kenya, des problématiques pour moi qui doivent être extrêmement questionné quand on parle d'expérimentation de revenu universel. Quelle vision de l'économie on veut apporter également avec ça, et derrière une vision qui se veut hétérodoxe, finalement, ça reste des présupposés néolibéraux finalement qui guident cette vision de l'individu atomisé qu'on tire au sort. Alors nous, pour les municipales, c'est particulier parce qu'effectivement, on travaille vraiment de manière très proche, au moins avec une commune. Donc pour nous, il y a un sacré enjeu en fait à ce que la majorité d'après, soutienne le projet. Donc là, on travaille avec un petit groupe du conseil municipal. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a vraiment, c'est presque au-delà des résultats des municipales. Nous, on est des néo-ruraux. Donc il y a tout un enjeu de création de confiance avec les habitants, avec les personnes qui sont déjà là, et en particulier avec les élus, pour lesquels ces habitants vont voter. Donc on essaye en fait de créer progressivement du lien et surtout de se mettre dans une logique de connaissance mutuelle, et peut-être pas ce qu'on a fait au début. Au début, on est arrivé en disant venez, on vient revitaliser votre territoire. Donc il y en a qui n'ont pas trop apprécié qu'on commence à parler comme ça. C'était pas c'était sincère, hein, c'était vraiment, on avait envie de faire quelque chose. Et là maintenant, on est plutôt dans de la co-construction. Donc nous, notre enjeu, c'est d'arriver à continuer en fait vraiment cette co-construction. Et donc voilà, on va voir si ça se prolonge après, mais on a assez confiance. Après, la reproductibilité, nous, c'est vachement important. Enfin, on ne croit pas forcément à une reproductibilité telle quelle du modèle, mais plutôt à pouvoir être source d'inspiration, puis transmettre tout ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé dans notre expérience. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec un conseil scientifique qui est là non seulement pour nous apporter un regard extérieur, des alertes, des points de vigilance sur ce qu'on fait, mais aussi pour nous aider à formaliser, à trouver des invariants, à trouver des fondamentaux qui après peuvent être utiles à d'autres projets. Là, on travaille pas mal, du coup, on est soutenu par l'ADEME et par la région Nouvelle-Aquitaine pour être accompagné par le laboratoire Artemis dont je parlais tout à l'heure, de manière à vraiment créer une forme de référentiel qui pourra soutenir des projets dans la création de trucs un peu similaires. Après, c'est particulier parce que nous, on est vraiment un projet de la société civile. Et la reproductibilité ou le fait que ça puisse se propager avant, ça peut aussi dépendre de finalement comment est-ce qu'on arrive à évaluer ce qui a bien fonctionné ou ce qui a mal fonctionné, et qui peut encourager des collectivités locales d'accueillir avec bienveillance ce type d'initiative. Et donc je pense qu'on aura un effet démonstratif pour que des collectifs se créent
sur la base du volontariat, ce qui n'est pas très très simple, parce que les personnes qui construisent ce type de projet, c'est à un moment des gens qui décident de changer de vie. Enfin, concrètement, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour chacun de nous, et de travailler ensemble pour créer un modèle alternatif qui fonctionne différemment. Donc la reproductibilité, elle dépend un petit peu de tout ça, hein, des personnes volontaires, des sources d'inspiration sur aussi les dispositifs juridiques qui ont pu marcher, qui n'ont pas pu marcher, les essais-erreurs sur l'insertion sur le territoire, et sur des territoires qui auront envie d'accueillir des initiatives pareilles. Donc, et puis qui pourront... voilà. J'ai dit. Oui. Mais nous, on se pose la question, une fois qu'on en a fait 6, faut-il avancer sur d'autres? Vis-à-vis des municipales, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à proposer des expérimentations de type Grande Sainte. Moi, je rejoins complètement Clément. L'intérêt, les enseignements qu'on peut en tirer sur une personne prise isolément rendent pas toute la richesse qu'on espère de la révolution que représente le revenu de base. L'intérêt, c'est bien de tester sur une ville, un ensemble. C'est pour ça que je parlais d'une expérimentation sur un équivalent en ville de Grande Sainte, parce qu'effectivement, comment se positionnent les entrepreneurs économiques quand une partie de leur population a finalement ce filet social pour vivre? Est-ce que ça développe la capacité d'entreprendre? Est-ce que ça a un impact sur les questions d'assiduité à l'école, de santé infantile? Est-ce que ça a enfin, vous voyez, toutes ces questions reposent sur la manière dont non pas une personne parmi nous reçoit 1 000 €, mais bien comment, en collectif, en société, cela s'organise ou se réorganise. Et donc nous, il nous était rigoureusement impossible de le faire. Mais dans le cas d'une expérimentation, ça doit pouvoir être l'objectif. Un deuxième point, je pense, moi, sur lequel j'aimerais insister, c'est que à Grande Sainte, une grande partie du financement de cette mesure, elle est très directement liée aux économies tirées de la transition énergétique. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait la rénovation thermique des bâtiments et notamment revu les questions d'éclairage génère tellement de ressources qui étaient donc jusqu'ici gaspillées que ça alimente une grande partie, des centaines de milliers d'euros, du budget de la lutte immédiate et concrète contre la pauvreté. Et donc on a une illustration absolument pertinente du lien inextricable entre transition écologique et lutte contre les injustices sociales. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important, et c'est pour ça que, sans vouloir donner de nom de ville, parce que c'est leur timing, elles le décideront, dans le cadre des municipales, des villes, des campagnes écologistes, je ne vais pas faire de prosélytisme dans une salle de Parlement, mais des villes, des campagnes écologistes proposeront des versions plus ou moins différentes, charpentées du sorte du revenu qui a été mis en place à Grande Sainte. Pour Paris, par exemple, on est sur un MSG qui est un équivalent à 300 millions d'euros, eu égard à 2 milliards pour le budget social de la ville de Paris. Donc c'est de l'ordre du faisable, a fortiori si on investit dans la rénovation thermique, la transition écologique de la ville. Et le grand rendez-vous, sont les départementales et les régionales qui auront lieu dans un empile. Qu'est-ce que je raconte? Un empile après les municipales en mars 2021, parce qu'on aura en même temps les deux élections, et donc l'échelon qui s'occupe des prestations sociales, et puis celle qui a une vocation plus large d'aménagement du territoire et autres. Et c'est là, je pense, que la proposition de Greylarney-Dellec et autres, et notamment de travailler sur un RSA automatique, permet de lutter directement contre le non-recours et de cranter finalement vers la mise en place progressive d'un revenu de base, comme ça a pu être évoqué par le passé. Et pour ça, il faut quand même une autorisation via une loi d'expérimentation.